Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. La 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso a eu lieu hier vendredi à Yamoussoukro en présence des présidents ivoiriens Alassane Ouattara et burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Le TAC 2018 a enregistré 4 nouveaux accords de coopération entre les deux pays. Le détail dans quelques instants. À l'initiative du CPC, il se tient à Grand-Bassam le 6e atelier national d'identification des réformes de l'agenda 2017-2019. Objectif, formuler des projets de réformes susceptibles de permettre à la Côte d'Ivoire de se hisser dans le top 50 des meilleures performances Doing Business à l'horizon 2020. Et puis, après 3 semaines de campagne, les candidats à l'élection présidentielle au Mali ont tenu hier vendredi le dernier meeting et lancé l'ultime appel à la mobilisation pour le scrutin de demain dimanche. Voilà, nous commençons par cette information. La 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération TAC Côte d'Ivoire-Burkina Faso a eu lieu hier vendredi à Yamoussoukro en présence des présidents ivoiriens Alassane Ouattara et burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Pour eux, le TAC va relever plusieurs défis, entre autres les défis économiques, politiques et sécuritaires au niveau des deux pays. Jean-Kofi Abolin. Un événement, la 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Comme prévu, c'est naturellement autour des présidents ivoiriens et burkinabés avec leurs délégations respectives qu'il se déroule ce vendredi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix dans la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire. Pendant son allocution de bienvenue, le gouverneur du district autonome de Yamoussoukro saisit l'occasion pour situer l'importance de cette rencontre pour les deux pays. La tenue de cette 7e conférence au sommet nous rassure donc tous sur l'excellence des relations qui lient la Côte d'Ivoire au Burkina Faso. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous émettons le vœu que notre terre qui vous accueille vous offre les meilleures commodités et conditions afin que toutes les résolutions et conclusions auxquelles aboutiront vos travaux et qu'il vous siera d'adopter contribuent à l'avancée de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso sur la voie du progrès et du développement pour le plus grand bénéfice des deux nations. Même son de cloche pour le président burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré. Il indique que le TAC constitue le seul moyen pour la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso de faire face aux différents défis. Avec la présente rencontre, une bonne occasion nous est offerte pour faire le bilan de la mise en œuvre de nos engagements, évaluer nos potentialités de développement et ouvrir les perspectives nouvelles au TAC, dans une dynamique de renforcement et d'élargissement continu de notre coopération bilatérale. Dès 2008, nos deux pays ont pris l'engagement au plus haut sommet de renforcer leurs liens de coopération et d'amitié dans plusieurs domaines pour répondre aux préoccupations de mieux-être de nos peuples. C'est ainsi qu'on assiste d'année en année à une consolidation des bonnes relations entre les deux pays à travers la tenue régulière de cadres de concertation, la signature de plusieurs accords et le suivi régulier de la mise en œuvre des projets. Monsieur le Président, face aux grands défis d'ordre économique, politique et sécuritaire auxquels nos deux pays, mais également les autres pays de la sous-région ouest-africaine et du continent sont confrontés, le TAC s'offre à nous comme un excellent outil pour y apporter des réponses appropriées. Pour sa part, le président Alassane Ouattara, sans manquer d'exprimer sa joie, salue la présence du président burkinabé et de la délégation qui l'accompagne. Le chef de l'État ivoirien, en situant les enjeux de cette conférence, met l'accent sur la solidarité et la lutte pour la sécurité. Les enjeux de cette 7e conférence au sommet sont liés à la réalisation des décisions et des directives que nous avons prises ensemble lors de la 6e conférence au sommet en juillet 2017 à Ouagadougou. Des avancées notables sur certains projets que nous allons examiner sont à souligner. Beaucoup a été fait et nous continuerons. Les progrès remarquables que nous avons accomplis ensemble dans le cadre du traité d'amitié et de coopération
ainsi que les opportunités que nos économies offrent aujourd'hui pour notre jeunesse, ne doivent pas nous faire oublier la situation sécuritaire de notre région et la menace qu'elle fait peser sur nos acquis. À cet égard, je voudrais saluer les résultats importants obtenus chaque jour par votre pays dans le cadre de la lutte contre les groupes terroristes, ainsi que votre rôle et votre action au sein du G5 Sahel. La sécurité doit devenir une priorité de notre agenda commun et nous devons continuer de renforcer notre coopération en matière d'échange d'informations et de renseignements afin de garantir la paix et la sécurité à nos populations. Et je me réjouis de ce que, dans ce domaine également, la coopération est très très forte et les résultats sont tangibles. Le traité d'amitié et de coopération Côte d'Ivoire-Burkina Faso, en abrégé TAC, aura 10 ans dans quelques jours seulement. C'est le 29 juillet 2008 que l'on a procédé à son avènement. La 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a pris fin hier à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Le TAC 2018 a enregistré 4 nouveaux accords de coopération entre les deux pays. Que retenir de cette 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso? La signature de 4 nouveaux accords de coopération. Le premier, paraphé, a trait à la coproduction, à la formation et aux échanges cinématographiques et audiovisuels entre les deux pays. Un autre accord ouvre la voie à la coopération bilatérale dans le domaine de l'économie numérique et de la poste. Enfin, les 2 derniers accords autorisent la mise en place de financements respectivement en faveur de l'autonomisation des femmes et de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Outre ces 4 nouveaux accords, les 2 pays relèvent des avancées notables dans les projets engagés de commun accord. Concernant la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la conférence a noté avec satisfaction la bonne avancée des études et des travaux et a convenu de mutualiser les efforts des 2 pays pour la recherche des financements. Abordant le point relatif au projet de réhabilitation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tombao, la conférence s'est réjouie de l'approbation par la partie ivoirienne de la convention de concession révisée et de la décision de sa ratification prochaine par la partie burkinabé. Concernant l'approvisionnement régulier du Burkina Faso en énergie électrique par la Côte d'Ivoire, la conférence s'est félicitée de l'accroissement de la fourniture d'énergie d'une puissance moyenne de 73,37 MW au premier semestre de l'année 2018, avec pour ambition d'atteindre 90 MW d'ici la fin de l'année 2018. Cette réunion de haut niveau a également permis aux 2 pays de porter un regard sur la situation politique et sécuritaire du continent. Abordant les questions sous-régionales, régionales et internationales, les 2 chefs d'État ont exprimé leurs préoccupations face à la recrudescence des foyers de tension à travers le continent et ont souligné l'impérieuse nécessité d'œuvrer sans relâche à la préservation et à la consolidation de la paix, de la liberté, de la démocratie et de la sécurité dans leur pays et en Afrique. Ils ont également fermement condamné les actes de terrorisme et leurs conséquences désastreuses dans la sous-région. Le 7e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso prend ainsi fin. Rendez-vous est pris pour la 8e édition. Elle se tiendra à Ouagadougou au Burkina Faso en juillet 2019. Voilà, nous étions à Yamoussoukro avec Traoré Mahama. Des ministres ivoiriens et burkinabés ont bien voulu se prononcer sur cette 7e édition du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Nous les écoutons. On peut retenir donc la volonté de nos 2 chefs d'État de mettre en place un fonds pour l'appui à l'emploi des jeunes, portant sur un montant de 200 millions de francs CFA, 100 millions pour chaque pays. Et ce fonds devrait aider au financement donc, des projets jeunes. C'est l'un des points importants de ce sommet. C'est également une porte ouverte pour que des jeunes burkinabés apprennent à travailler avec des jeunes ivoiriens et vice-versa. Et pour que le TAC, qui a commencé il y a 10 ans, puisse avoir davantage de chances de résister au cours du temps. L'idée
à travers donc, ce projet, ce fonds-là, ivoiro-burkinabé, c'est de faire en sorte que des jeunes burkinabés, des jeunes ivoiriens soumettent dans le futur des projets ensemble. De ce qui est de la RTI, il y a déjà une forte collaboration qui existe entre la RTBF et puis la RTI. Et puis maintenant, du côté de Fraternité Matin, il y a un échange de contenu et nous envisageons aller au-delà de ce qui se fait. Par ailleurs, avec mon collègue de la communication du Burkina Faso, il a envisagé une visite en Côte d'Ivoire à l'effet de formaliser des échanges de contenu en nos différents pays. En tant que ministre de la Communication, je me réjouis parce que les premiers accords ont porté sur la communication, notamment en ce qui concerne nos agences nationales, à savoir donc Fraternité Matin et Sidoya, la RTI, la RTB et la RTI. Après, il y a d'autres partenariats un peu moins formalisés qui sont issus de cela. C'est les partenariats entre les écoles de formation, mais c'est également aujourd'hui les possibilités que nous avons d'échanger des programmes et de travailler sur des coproductions. Donc je crois qu'en tant que ministre de la Communication, je me satisfais vraiment de cette expérience et de cette participation au TAC. Nous avons de grands projets ensemble. N'oubliez pas que l'artisanat, c'est un pan entier de l'économie de ces deux pays que sont la Côte d'Ivoire et le Burkina. Le Burkina a fait beaucoup d'avancées, surtout au niveau des infrastructures, et une large coopération se mettra en place pour pouvoir atteindre les objectifs que les directives de l'OMUA nous ont donnés par rapport au développement de l'artisanat dans nos régions. En matière d'enseignement supérieur et de recherche, c'est une vieille coopération. Beaucoup d'étudiants ivoiriens ont poursuivi ou terminé leurs études au Burkina. De l'autre côté, les Burkinabés également viennent ici pour des spécialisations, quelques-uns pour la formation initiale. Donc nous allons renforcer tout cela, notamment l'examen des conditions d'inscription de part et d'autre de nos étudiants, mais également les questions de spécialisation d'entrée dans les grandes écoles. Dans le domaine de l'économie numérique, et il s'agira donc de partage de meilleures pratiques et de réaliser ensemble des projets intégrateurs. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un pays côtier, le Burkina Faso est un pays enclavé. Et dans notre secteur, les câbles sous-marins arrivent aux côtes maritimes. Donc il s'agira pour nous de nous associer avec la Côte d'Ivoire et de pouvoir avoir l'Internet avec les opérateurs de câbles sous-marins. C'est-à-dire de prendre l'Internet en gros et de permettre donc aux opérateurs des deux pays de redistribuer, ce qui a l'avantage de diminuer les coûts. Il s'agira aussi dans le domaine de la poste de travailler à restructurer les services financiers postaux de sorte à faciliter les transferts financiers entre les deux pays. En ce qui concerne les eaux et forêts, nous avons avec la partie burkinabé entamé la mise en place donc, des bassins versants de la Koumoué, la Bia et le fleuve Tanoué. Et nous avons rendu compte donc, au Conseil des ministres du travail qui a été fait jusque-là et nous préparons donc, la mise en place de l'autorité qui sera donc, en Côte d'Ivoire et c'est un dossier que nous présenterons au sommet de la CEDEAO en décembre prochain. Aucun domaine n'échappe à cette coopération, qu'il s'agisse de la santé, qu'il s'agisse de l'éducation, qu'il s'agisse du social, qu'il s'agisse même de la gestion commune des deux économies. Aucun domaine n'y échappe. Et ce qui est la caractéristique du TAC, c'est que les résolutions d'année en année sont prises et sont exécutées. Les progrès sont visibles. Nous avons aujourd'hui la prise en compte donc, du forum économique qui permet donc l'échange entre les deux nations en ce qui concerne les expériences et les possibilités donc, de développement économique. En tant que secrétaire d'État en charge donc, des PME, je ne peux me réjouir que de cette situation en sachant que le Burkina aujourd'hui avance plus avec ses PME qu'avec autre chose. C'est une expérience que nous allons partager. En 2017, j'ai conduit une délégation du Burkina Faso pour le SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales. Et nous avons pu montrer ce que le Burkina fait en matière de production végétale et animale. Nous avons soutenu notre homologue et nous avons pu faire des affaires à ce niveau et nous pensons que nous avons beaucoup de choses à faire ensemble.
Voilà, nous refermons ainsi la page de la 7e édition du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso qui s'est tenu à Yamoussoukro. Et puis, sachez que pour le transfert effectif de la capitale à Yamoussoukro, le grand médiateur sera bientôt à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, tout comme la Chambre des rois et chefs traditionnels qui y est déjà. Autre information, la première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a offert 3 millions de francs CFA aux familles des victimes de l'incendie de Grand Bassam. Une délégation de Children of Africa a été dépêchée auprès des familles hier vendredi. La délégation, conduite par le directeur des affaires administratives et financières, était accompagnée par des responsables du ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant. L'émotion était au rendez-vous au cours de cette visite de présentation de condoléances aux familles endeuillées. Rappelons que dans la nuit du mardi 24 au mercredi 25 juillet, 9 personnes, dont 6 enfants, sont mortes dans un incendie dans le quartier Djekanga de Grand Bassam. Les causes de l'incendie sont encore inconnues. Deuxième grand titre de cette édition, à l'initiative du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPICI, il se tient depuis jeudi dernier à Grand Bassam, le 6e atelier national d'identification des réformes de l'agenda 2017-2019. Objectif, formuler des projets de réforme susceptibles de permettre à la Côte d'Ivoire de se hisser dans le top 50 des meilleures performances Doing Business à l'horizon 2020. Jean-Luc Bambo Kwame. La Côte d'Ivoire dans le top 50 des meilleures performances Doing Business à l'horizon 2020. Un rêve que voudrait bien réaliser le gouvernement ivoirien pour accroître son taux des investissements et faire prendre au secteur privé le relais des investissements publics. Depuis 2013, le pays s'est engagé à améliorer son environnement des affaires à travers une série de réformes avec des résultats tangibles. Les réformes sectorielles entreprises ont permis de réduire les complexités, délais et coûts liés au processus administratif et de renforcer la solidité des institutions juridiques. Ces efforts, reconnus par le groupe de la Banque mondiale, ont valu à la Côte d'Ivoire d'être classée successivement en 2014 et 2015 au rang des 10 pays les plus réformateurs au monde et de faire passer son classement général de la 177e place en 2013 à la 139e place en 2018. De nouvelles mesures de réforme ont été identifiées par les experts impliqués dans l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Leurs travaux à Grand Bassam permettront ainsi de déterminer les réformes les plus pertinentes et susceptibles de faire évoluer significativement le classement de la Côte d'Ivoire. Le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique est allé jeudi dernier au siège de l'Académie des sciences des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines à SCAD pour présenter sa vision Côte d'Ivoire 2040. Une vision pour faire la promotion d'un pays industrialisé uni dans sa diversité culturelle et démocratique. Lanciné Bakayoko. La prospective permet d'explorer tous les futurs possibles et de construire celui qui répond au mieux aux aspirations de la population. En Côte d'Ivoire, l'étude prospective 2040 met en avant, entre autres, la nécessité d'asseoir une puissance industrielle. Il faut que le pays mette l'accent sur la formation, la production des hommes de qualité, des ressources humaines de qualité, qui vont pouvoir donc faire en sorte que le pays puisse exporter des connaissances techniques et technologiques, des connaissances scientifiques, et qui permettent à la Côte d'Ivoire d'assurer une transformation structurelle de son économie. Il s'agit avant tout de relever les défis liés au manque d'infrastructures dans tous les domaines et surtout aux problèmes de gouvernance. Ce futur souhaité, ce rêve commun ne peut être réalisé que par un autre modèle de citoyen, c'est-à-dire un Ivoirien nouveau. Cet Ivoirien nouveau doit être bien formé, une formation donc issue d'un système éducatif aux normes internationales. Et donc, il peut se mettre à la disposition du pays dans sa quête de l'émergence et dans son évolution vers la puissance industrielle. Pour vulgariser cette nouvelle approche, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, en tant que réservoir de connaissances, se verrait bien jouer un rôle de premier plan. La dynamique participative
qu'il faut à une institution comme la nôtre se trouve impulsée par une étude prospective. Donc, pour changer véritablement, il fallait un exemple. Parce qu'au sortir d'ici, nous verrons qu'il est possible de trouver des experts, des penseurs en Côte d'Ivoire, mais de les mettre ensemble pour arriver à des objectifs communs. L'étude nationale prospective 2040 a été lancée en juin 2017 à Yamoussoukro. Et nous vous proposons ce communiqué de l'administration pénitentiaire avant de poursuivre cette édition. Depuis quelques jours, il est fait état sur les réseaux sociaux et dans la presse en ligne de ce que M. Douyou Nikez alias Samba David, inculpé et placé sous mandat de dépôt le 16 décembre 2015 par le juge d'instruction du 4e cabinet du tribunal de première instance d'Abidjan pour des faits de meurtre, tentative de meurtre, aurait été empoisonné. L'administration pénitentiaire tient à indiquer que ces informations sont dénuées de tout fondement. Elles le sont d'autant plus qu'elles ne s'appuient sur aucune analyse toxicologique. Selon les médecins qui l'ont régulièrement consulté pendant sa détention, Douyou Nikez, alias Samba David, souffre d'une hypertension artérielle chronique. D'ailleurs, après son transfèrement, pour des raisons de sécurité de la maison d'arrêt de correction d'Abidjan à la maison d'arrêt et de correction de Korogo, où se poursuivait sa détention, il a été ramené à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan pour des raisons de santé et a été admis à l'Institut de cardiologie du CHU d'Abidjan. Au regard des pathologies décrites par les médecins consultants et non dans un service de gastro-entérologie ou tout autre service aux fins d'extrait de son corps un quelconque poison ingurgité. L'administration pénitentiaire tient à rappeler que ces maisons d'arrêt destinées à recevoir les individus ayant enfreint la loi pénale ne sont pas des lieux d'empoisonnement. Bien au contraire, de nombreuses personnes s'y échinent au quotidien pour assurer des conditions de séjour acceptables aux pensionnaires. Elle ne saurait en conséquence tolérer davantage ces récurrentes rumeurs tendant à jeter le discrédit sur ses animateurs et au-delà sur l'institution judiciaire dans son ensemble. Nous avons un dossier dans cette édition et nous allons parler du trafic illicite de bois, comment s'opère la lutte avec la police forestière, de la coupe des essences au commerce de plonge en passant par les scieries. L'exploitation du bois peut facilement basculer du légal à l'illégal au regard des infractions commises à chaque étape. Le dossier est signé Didier Nguesson et Franck Kouadio. Bétier. Forêt classée de Songan, 38 000 hectares, les scieurs sont à la manœuvre. À l'aide de ces GPS, on vient détecter les bois qui sont à exploiter. Donc, une fois les bois sont sélectionnés, les scieurs passent à l'abattage. La tronçonneuse dévore les essences. Ce fraquet, long de 20 mètres et vieux d'une quinzaine d'années, fait partie des 2502 essences principales qui seront coupées sur cette exploitation pendant au moins 3 mois. Les billes abattues sont marquées pour s'assurer de leur traçabilité. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette exploitation forêt classée n'est pas illégale. Une forêt classée est aménagée en 3 zones appelées des séries. Une série de protection, une série de reconstitution et une série de production. Dans cette dernière, la SODEFOR autorise la coupe des grumes pour permettre à la forêt de se régénérer. L'arbre à abattre doit mesurer au minimum 15 mètres. Les agents de la police forestière veillent au respect du cahier de charge. Nous contrôlons l'autorisation, le contrat qui lie la société d'exploitation avec la SODEFOR. Donc, pour voir un peu l'authenticité. Chaque bille est enregistrée systématiquement dans le carnet de périmètre le jour de son abattage. Ce principe n'est pas toujours respecté. C'est une infraction, tout comme l'absence d'autorisation de reprise d'activité. Chaque année, en moyenne, 300 autorisations de reprise d'activité sont accordées par le ministère des Eaux et Forêts.
Pour chaque tige, l'exploitant forestier basé à Zopé verse entre 50 000 et 75 000 francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Près d'1,8 milliard de francs CFA seront donc versés à l'État en contrepartie des 2502 billes exploitées. Passé l'étape en forêt, les corridors sont aussi émaillés de postes de contrôle. Ce produit ne doit plus être utilisé avant tout règlement de situation. Ce grumier transfère des billes d'une scierie à une autre. Le cubage des grumes ne correspond pas à ce qui est déclaré. Il faut que ça soit fait dans les règles de l'art. On va prendre les numéros qu'on voit et essayer de faire les confrontations au bureau. La scierie est la deuxième étape dans la chaîne d'exploitation du bois. Si tout va bien, en saison sèche, on part d'environ 250 mètres carrés par jour. Les planches et produits finis seront exportés pour la plupart, mais 10 à 15% des productions doivent être réservées au marché local. Ce n'est pas toujours le cas. En dehors du circuit légal d'exploitation opèrent des scieurs clandestins. Notre patrouille est alertée par des bruits suspects. Ramenez la machine, monsieur. Ce sillage, c'est pour quoi faire? Il y a des gens qui nous avaient venus ici pour faire le travail. Les grands patrons, ils sont contre à Zopé. Pris un flagrant délit de sillage, ces clandestins tentent de se justifier. Ce document qu'elle vous a remis là, elle ne vous a pas dit que ça vous autorise à faire le sillage. Officiellement interdit en Côte d'Ivoire, le sillage à façon est estimé entre 1,5 et 3 millions de mètres cubes de volume de bois par an. Pour lutter contre ce fléau, plusieurs mesures ont été arrêtées, notamment l'interdiction de la coupe des essences nobles au-delà du 8e parallèle. En rouge, c'est le dernier périmètre qui fait la limite avec le 8e parallèle. Elle n'est pas matérialisée physiquement comme vous le voyez, mais avec les appareils, on sait où l'exploitation doit s'arrêter. Cette ligne imaginaire traverse le village de Toro, situé à cheval entre Aboaké et Katiola. Donc là, on est en plein sur le 8e parallèle. Elle traverse le centre en passant là où nous sommes présentement, par le village qu'on appelle Toro, et elle finit vers Sipilou à l'ouest. Là, il n'y en a pas assez ces essences, donc il faut les préserver. Malgré l'interdiction, les essences nobles font l'objet de trafic à grande échelle. Katiola, situé au-delà de la limite à ne pas franchir, est le fief de cette exploitation clandestine. En 2013, un puissant réseau de trafiquants de bois de veine y a été démantelé. Depuis un certain temps, nous avons constaté que dans notre zone, il y a des exploitants frauduleux qui veulent encore s'adonner à cette activité. Le cerveau du réseau et ses complices ont été condamnés à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 8 millions d'amendes. Les produits du sillage à façon se retrouvent dans le commerce. Et nous, ici à Koumassi, franchement, on n'a pas de bois clandestin ici. Je prends les bois à Beauville. Sur ces images, on peut reconnaître les essences issues du sillage à façon grâce aux traces en dents de scie. Revendeurs et artisans justifient leurs pratiques illégales par l'insuffisance de l'offre. Les scieries ne mettent pas à la disposition des artisans et des travailleurs qui sont sur place leurs produits. Alors que tous les jours, on a la disponibilité chez les Aoussa que dans les scieries. En 2017, l'industrie du bois a transformé près d'1,5 million de mètres cubes de grumes alors que la consommation locale est estimée à 1,9 million de mètres cubes de bois par an. Nous vous proposons maintenant deux communiqués du ministère de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité porte à la connaissance des populations de la ville d'Abidjan que dans le cadre des préparatifs de la fête nationale 2018, les forces de défense et de sécurité exécuteront des sauts en parachute ce samedi après-midi à Trècheville dans la zone du Palais des Sports. Au cours de ces exercices, un plan de circulation routière est mis en place en vue d'isoler la zone. Les automobilistes sont invités à s'y conformer et à faire preuve de prudence. Toujours dans le cadre des préparatifs de la fête nationale 2018, les forces de défense et de sécurité exécuteront un exercice de défilé l'après-midi du dimanche 29 juillet, demain donc, dans la commune de Trècheville, entraînant des perturbations du trafic routier, notamment sur le boulevard Valéry jusqu'à Destin. Ainsi, la route allant du premier feu à la descente du pont Félix Houphouët-Boigny jusqu'au Palais des Sports
sera fermé à la circulation ce dimanche 29 juillet de 14h à 18h. Et un plan de circulation alternatif sera mis en place pour les usagers du pont Félix-Houphouët-Boigny. Et nous terminons avec cette information. Après 3 semaines de campagne, les candidats à l'élection présidentielle au Mali ont tenu hier vendredi leur dernier meeting et lancé l'ultime appel à la mobilisation pour le scrutin de dimanche demain. Donc tout à fait prêt pour l'élection présidentielle dans ce pays, le Mali. Voilà, c'est la fin de cette édition supervisée par Michel Mambo. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi. Et restez avec nous sur RTI1.